BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Il est 15h, je suis ravie de vous retrouver pour BFM Crypto, le club. Soyez les bienvenus dans cette émission. On est ensemble pendant une demi-heure. On va parler de stablecoin, de fiscalité, de MiCA, des cours, de géopolitique aussi, comme souvent dans cette émission avec mes invités Grégory Raymond, cofondateur du média The Big Whale. Bonjour Grégory. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Louis Laszlo est avec nous également, CTO de Meria. Bonjour Louis. Bonjour. Et Loïc Santel, fondateur de Contact Crypto. Bonjour Loïc, on est en plein dans cette période. On en parle souvent en ce moment de ce qu'il faut faire au niveau de la fiscalité, de l'héritage. Mais on est en pleine période fiscale. Exact. D'où l'intérêt d'avoir des spécialistes. Vous continuez à nous poser toutes les questions que vous voulez sur les cryptos à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. On répond à vos questions tous les jeudis de 15h à 15h30. BFM Crypto, le club. C'est parti. Et on commence par vous, Grégory Raymond, parce que c'est vrai que je l'ai vu, cette histoire de stablecoin qui prend de l'ampleur, l'essor des paiements en stablecoin. Est-ce qu'on a des chiffres ? À peu près 90% des transactions en stablecoin, elles sont en dollars aujourd'hui. Donc ça, c'est un chiffre. Après, sur la capitalisation globale des stablecoins, il me semble qu'on est autour de 200 milliards, quelque chose comme ça. Donc en dollars. Hein. Donc c'est une goutte d'eau dans l'ensemble du système monétaire, mais ça ne fait que progresser. Qui s'en sert et dans quelles circonstances ? C'est là que c'est intéressant parce que ça se développe tous les jours. Alors, qui s'en sert ? C'est d'abord sur les plateformes d'échange. C'est d'abord un actif de règlement pour du trading. Sauf qu'en fait, ça commence à se développer en dehors de cette première utilisation. Aujourd'hui, en fait, c'est extrêmement pratique pour faire des paiements transfrontaliers. Quand vous faites un virement aux États-Unis, là, aujourd'hui, via le système SWIFT, ça prend plusieurs jours, à peu près 5 jours. Suivant le montant que vous envoyez, il y a des frais très importants. Et c'est pour à peu près 1 000 € que vous envoyez, vous pouvez très bien payer 30, 40 € de frais, c'est quand même très important. Tout ça, c'est lié à cause de l'archaïsme en fait de notre infrastructure financière traditionnelle. En fait, elle évolue peu depuis les années 70 et à chaque fois on rajoute des briques supplémentaires en rapport aux normes et tout ça complexifie. C'est pour ça que c'est long et cher parce qu'il y a plein d'intermédiaires. Avec des stablecoins, c'est très rapide. En fait, c'est de pair à pair, d'un acteur à un autre. C'est direct. Et donc, c'est sur la blockchain. Et un transfert, par exemple, d'1 milliard d'euros. Hein, si je veux vous envoyer 1 milliard d'euros à travers la blockchain. Hein oui, bon, on verra ça après. On verra ça après. Si je veux envoyer aux États-Unis 1 milliard d'euros, je peux le faire en quelques secondes, potentiellement, bien sûr, et pour une poignée de centimes. Donc, ça change tout. Donc, il y a plein d'intérêts. Donc, c'est pour ça que les banques s'y intéressent beaucoup. C'est intéressant aussi pour l'Europe. Meria, vous en faites. Est-ce que vous voyez l'adoption grossir ? Alors, il y a une adoption qui grossit. Après, aujourd'hui, la réglementation européenne et MiCA qui rentre en application et qui commence à couvrir et à concerner l'ensemble des acteurs du système, a limité pas mal l'usage des stablecoins. Aujourd'hui, ça reste une poche de liquidité. L'USDC qui ont été délistés. L'USDT et un certain nombre d'autres stablecoins. Aujourd'hui, l'USDC subsiste puisque c'est le seul l'USDC qui est compliant à la réglementation. Par contre, la réglementation limite un certain nombre d'usages autour des stablecoins, notamment les rendements. Aujourd'hui, il est plus capable pour un acteur qui est MiCA compliant, ou en tout cas en route pour l'être, de proposer du rendement sur stablecoin. La problématique étant maintenant sur le marché qu'un certain nombre d'acteurs jouent pas le jeu et quid de la question de ceux qui jouent le jeu, puisque il s'assoit sur un certain nombre de revenus potentiels et en tout cas d'offres qu'ils peuvent proposer à leurs clients. Cette histoire de rendement, en fait, elle est clé parce qu'en fait, qu'est-ce qui sous-tend la valeur en fait de ces stablecoins, c'est qu'il y a majoritairement des bons du trésor américains derrière, donc qui génèrent un rendement. Donc il y a beaucoup en fait de projets qui souhaitent redistribuer une partie de cette valeur à ceux qui détiennent les stablecoins, donc les utilisateurs. Aux États-Unis, ça se fait très bien. Donc en Europe, on l'interdit, ce qui est un peu dommage. Et en Europe, on l'interdit et on n'en fabrique pas. On en a très peu. Il y a que 2 banques qui les proposent. Et oui, c'est malheureux. Hein. Bon, on parle souvent du stablecoin de Société Générale Forge, qui est vraiment le stablecoin bancaire. Il y a aussi les stablecoins donc, de Circle, qui est une entreprise américaine, mais qui est régulée en Europe, donc qui ont l'euro-C. Donc ce sont des bons produits, hein, mais c'est une goutte d'eau à travers tout l'écosystème. Je crois que les deux réunis, on est autour de 200 millions d'euros. C'est assez limité. Bon, quand on voit Tether à côté qui pèse 140 milliards, voilà, quoi, c'est un sacré problème. Et ce qui est drôle, c'est que les bureaucrates de la Banque Centrale Européenne sont en train de se rendre compte que en fait, ça devient un
vrai concurrent à la monnaie traditionnelle, donc on peut appeler ça de la monnaie privée, les stablecoins tout simplement. Ça devient un vrai concurrent et en fait, même sur le territoire européen, aujourd'hui, les stablecoins les plus utilisés sont des stablecoins qui sont des émanations du dollar. Et en fait, de plus en plus, si les commerçants décident de les accepter en moyen de paiement, en fait, on pourrait tout simplement acheter sa baguette en dollars. Ça va renforcer le billet vert. Exactement, exactement. Et en fait, pendant toutes ces années, on n'a pas arrêté d'alerter les pouvoirs publics, notamment qu'il fallait absolument avoir une stratégie sur les stablecoins. Et la réponse des pouvoirs publics, c'était on va créer un euro numérique public, donc créé par la Banque Centrale Européenne et pas par des entreprises. Sauf qu'en fait, ce projet, il est d'ores et déjà contesté. On ne sait pas s'il va vraiment se concrétiser. Mais moi, je vois mal les citoyens s'y mettre, notamment parce qu'il y a plein de rumeurs complotistes au sujet de ce projet. Pourquoi ça sera un outil de contrôle social et tout. Donc, en fait, on risque d'avoir un euro numérique qui arrivera dans plusieurs années, qui ne sera pas forcément utilisé. Et en fait, des alternatives qui marchent très, très bien, qui sont déjà là et qui sont des émanations du dollar. Mais cet agenda sur l'euro numérique de banque centrale, c'est la seule raison pour laquelle les banques, bon, la BCE bien sûr, mais les banques, au final, n'ont pas développé ces produits de stablecoin en euros, adossés à l'euro? En fait, il y a une frilosité naturelle sur le sujet de la part des banques, parce qu'il y a un précaré qu'elles défendent, leur système les rémunère suffisamment qu'elles n'ont pas vraiment envie de couper de vendre le veau d'or, on va dire. Donc il y a ça, mais surtout la plupart des innovateurs qui ont créé des stablecoins aux États-Unis n'étaient pas des banques à la base, c'était vraiment des pure players de la crypto, et donc qui ont inventé des produits efficaces. Et en fait, c'est ces acteurs-là qu'on n'a pas assez soutenus en Europe. On leur disait, il n'y a pas encore de régulation, donc vous n'avez pas le droit de vous lancer et tout. Donc voilà, la régulation est là depuis juin dernier, mais les acteurs américains, ils étaient là depuis plusieurs années. Ils étaient prêts. Donc nous, on régule et après, on construit, tandis que les États-Unis, c'est l'inverse. Donc là, on voit tout à fait le problème de ce genre de politique. Et là, il y a vraiment une accélération avec on va dire le changement de politique aux États-Unis, une vraie accélération. Il y a Visa qui a annoncé la semaine dernière une offre de paiement de stablecoin via le réseau de paiement Visa, donc ça change vraiment la donne. On parle du réseau de paiement américain. C'est ça, on parle vraiment du premier, un des premiers fournisseurs de paiement. Il y a Stripe qui a racheté Bridge, et la mission de Bridge, comme son nom l'indique, c'est de faire le pont entre les acteurs tradis ou de l'ancien monde et du monde crypto, et de démocratiser l'usage des stablecoins pour du paiement transfrontalier, pour du paiement de pair à pair, pour du paiement de la vie quotidienne. Donc il y a une vraie accélération, et c'est pour ça que ça devient un vrai sujet d'actualité. On entend une stat importante. En 2024, le volume d'échange des stablecoins a dépassé celui de Visa, Mastercard et PayPal combinés. Donc c'est vraiment... Ça paraît complètement dantesque, ce que vous dites. Ah oui, c'est la première fois, et je pense que c'est le chiffre à sortir en fait pour se rendre compte à quel point les stablecoins sont en train d'exploser. Fiscalement, est-ce que l'adoption des stablecoins a été pensée ou pas encore, Loïc? Effectivement, du coup, ça c'est quelque chose d'assez clivant. Nous, on commence un petit peu à en discuter, mais aujourd'hui, il y a eu un changement de qualification juridique des stablecoins au 30 juin 2024. Donc auparavant, c'était considéré comme un cryptoactif, donc par définition, n'était pas taxable. Et aujourd'hui, c'est passé en monnaie électronique. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le cadre juridique permet à l'administration fiscale, en soi, si elle le décide, de venir taxer ce type d'actifs. Mais aujourd'hui, elle n'a pas pris de prise de position, on va dire, claire là-dessus. Donc, c'est une information quand même importante que tout le monde doit connaître. Et pour rester quand même attentif au fait que peut-être que demain, il pourrait décider de le taxer. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais peut-être que ça permettra d'une certaine manière d'aider à l'adoption. Parce que je pense qu'on fait un petit peu tous pareil aujourd'hui. À partir du moment où on fait des rendements sur Bitcoin, sur Ethereum, etc., et souvent, en fait, pour se libérer de la volatilité du marché, on passe en stablecoin, et c'était un vide juridique qu'on avait auparavant parce que c'était pas taxable une fois qu'on était en stablecoin. Alors que désormais, si ça le devient, après effectivement, là il y aura un changement à ce niveau-là, et peut-être qu'on essaiera de trouver une vraie utilité au final de ces stablecoins, et peut-être que c'est là où on viendra payer nos baguettes de pain, c'est là qu'on verra. Oui, ça permet d'éviter la fiscalité, pardon. Et du coup, des baguettes de pain potentiellement payées en stablecoin dollar. Donc je pense qu'ils vont garder ce flou-là pendant un moment. Ce que vous me disiez hors antenne, c'est que l'administration fiscale, elle a pris un peu l'adoption massive des cryptos comme ça à la volée, elle est en train de s'organiser, mais qu'il n'y a pas finalement encore trop de spécialistes des crypto-actifs finalement dans l'administration. Alors, il commence à ça se fait brique par brique, un peu en désordre. Ça se fait progressivement. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a eu une augmentation des contrôles fiscaux. Alors nous, on accompagne pas mal des entreprises, également des particuliers. Donc pour les particuliers, il y a beaucoup les cas de requalification
vraiment de personnes physiques à professionnels. Souvent, on voit beaucoup de choses autour de ça. Et au-delà de ça, par contre, les entreprises en elles-mêmes, elles se font de plus en plus contrôler. Nous, on a vu à peu près une recrudescence de plus 15% cette année sur les contrôles, en tout cas des entreprises. Il y a des contrôles, notez-le, c'est la phrase de l'émission. Attention. Il faut faire attention. Et puis surtout, en fait, aujourd'hui, grâce à la réglementation MiCA, il y a des vrais outils qu'ils ont de plus en plus à leur disposition au niveau de l'administration fiscale. Donc, ils vont notamment avoir le dispositif TRACFIN, donc du coup, qui là, sur les acteurs régulés, voilà, comme Meria, vous avez ces obligations-là. Ensuite, il y a également la Travel Rule, où quand il y a des opérations supérieures à un certain montant en Europe, il y a une communication obligatoire entre les acteurs. Ouais. Et surtout, l'archétype du contrôle, et les contribuables ne savent pas trop, mais c'est ce qu'on appelle le DAC8. Donc, ça va arriver à partir de l'année prochaine, au 1er janvier 2026. Et ça, c'est la communication proactive des acteurs régulés, et je dis bien proactive, à l'administration fiscale. Donc, c'est la même chose qu'ils ont fait avec Vinted, par exemple, avec Airbnb. Et là, donc là, ça sera très pratique parce que d'une certaine manière, nos déclarations fiscales seront pré-remplies des fois. Ça, c'est à partir de l'année prochaine. C'est à partir de l'année prochaine. C'est à partir de l'année prochaine. Par contre, ça ne sera pas rétroactif de ce qu'il y a avant. La communication sera obligatoire par les acteurs, mais pour à partir du après, 1er janvier cette année. Non. Voilà, de 2026. Mais par contre, imaginons que vous vous faites contrôler, je sais pas, en mars, par contre, de 2026, ils ont le droit, avec le délai de prescription, de revenir jusqu'à 3 ans en arrière. Et si jamais ils jugent que vous avez fait de l'activité occulte, ils peuvent revenir jusqu'à 10 ans en arrière, avec des pénalités, etc., qui sont assez importantes, et des amendes, évidemment. On va revenir sur ce qu'il faut faire en ce moment en période fiscale. On va donner une petite méthode, c'est toujours utile au mois de mai. Ça me fait penser, en fait, chez Meria, alors il y a certainement une grande partie du personnel qui est là pour développer le business. Est-ce que vous faites des embauches spécialisées pour répondre à MiCA, envoyer les papiers, finalement répondre à toutes ces énormes réglementations qu'on nous demande en Europe? La compliance, c'est un gros pot aujourd'hui, pour un acteur comme nous. Aujourd'hui, à peu près 25% de l'entreprise, l'effectif est concentré sur la partie compliance. Donc 25%. Et sur ces 25%, 2 tiers côté légal et 1 tiers côté IT, sécurité, pour la mise en conformité du système d'information de l'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, pour être assez simple dans les explications, ce qu'on demande à un acteur précédemment PSAN ou nouvellement arrivé, c'est de se rapprocher et d'un système d'information qui ressemble à celui d'une banque, au niveau de traçabilité d'information ou de gouvernance qui se rapproche d'une institution financière. Ouais. Donc aujourd'hui, 25% de l'effectif de Meria est concentré sur de la compliance. Donc compliance au sens large, ça va du légal jusqu'à l'IT système d'information. Donc ça représente un poids fort dans une fintech comme qu'on ne met pas dans le développement par ailleurs. Qu'on ne peut pas mettre dans le développement par ailleurs. Ouais, par contre, aujourd'hui, ça reste un enjeu fort pour garantir la sécurité de nos investisseurs et qui fait la différence entre investir chez un acteur régulé et investir chez un acteur un peu obscur. On reparlera de MiCA dans un instant avec vous, Loïc. Il y a un certain nombre de choses à savoir. On est début mai, il y a encore quelques semaines pour faire sa déclaration. Si, comme moi, vous n'avez pas plongé dans ce merveilleux moment, quels sont les points d'attention actuellement? Déjà, je pense qu'on peut faire un petit rappel des dates. Oui. Ça fait pas de mal. Déjà, donc en fonction de votre département, vous allez avoir une date butoir pour pouvoir déclarer votre déclaration sur le revenu et donc notamment vos plus-values crypto. Donc pour tous les départements qui sont de 1 à 19, ça sera jusqu'au 22 mai pour ces départements-là. Pour les 20 à 54, ça sera jusqu'au 28 mai. Et après, pour tous les départements de 55 à Outre-mer, du coup, on sera sur le 5 juin. Et également, il y a toute la partie des entreprises. Donc toutes les entreprises qui clôturent au 31 décembre, elles ont jusqu'au 20 mai, du coup, pour pouvoir enregistrer les liasses fiscales. Et également, donc, tout ce qu'il faut savoir, effectivement, il faut donc bien déclarer, bien calculer donc, tous nos plus-values, ce qui est assez complexe à faire. Le calcul est assez complexe à faire. Et c'est complexe, justement, de si on est particulier, si on est entreprise. Des fois, on ne sait plus trop si on est particulier ou si on est professionnel. Il y a des petites subtilités à savoir aussi. Oui, alors il y a des petites subtilités. Bon, ce qu'il faut que tout le monde se rassure, de manière générale, tout le monde est considéré comme ce qu'on appelle des occasionnels. Donc, souvent, c'est vraiment quand vous allez simplement acheter, revendre des crypto-monnaies. Là, vous allez être généralement dans cette partie-là. Après, quand on fait du minage, par contre, c'est directement donc, de l'activité BNC, du coup, à déclarer. Donc là, c'est une déclaration qui est un peu plus complexe. Et après, quand on fait également du stacking actif, donc vraiment avec de la validation de données, là, on est plutôt sur une activité professionnelle. Et effectivement, là, il faudrait également se déclarer en tant que BNC. Par contre, tout ce qui va être simplement du stacking où on
prête, on soit d'une liquidité à un acteur. Là, voilà, on reste en capitaux mobiliers, donc il n'y a pas de taxation à cet endroit-là. Et après, effectivement, donc là, on voit, comme on me disait, qu'il y a de plus en plus de mécanismes au niveau du fisc pour contrôler. Donc, il faut quand même bien faire ces déclarations chaque année. Donc, il y a également, donc, au niveau des déclarations, vous allez avoir donc les comptes détenus à l'étranger. Ça, c'est un des points les plus importants. Donc, c'est un peu comme si vous aviez un compte en banque italien ou espagnol. Donc là, vous allez devoir déclarer avec le formulaire 3916 bis. Vous avez également donc la déclaration 2086, donc c'est pour les plus et moins values crypto. Donc là, vous allez devoir calculer, et justement, c'est là où c'est assez complexe parce qu'il faut retracer toutes les opérations que vous avez fait depuis le tout début. Des fois, vous avez votre plateforme que vous avez passée qui a fermé, par exemple un FTX, donc là, vous n'avez plus accès à vos informations. Et là, on n'a pas encore la liste qu'on aura l'année prochaine, où c'est les plateformes qui auront fait tout le boulot. Mais c'est à nous de chercher, du coup. Et c'est à vous de chercher, c'est à vous de retracer tout ça, parce que le fisc, nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit. Donc, il y a un droit à l'erreur, mais enfin, il ne faut pas le dire trop souvent non plus. Mais c'est ça, donc vous allez avoir ça. Et puis après, le plus chronophage, c'est de lister donc, tout ce qu'on appelle les cessions, parce que du coup, vous êtes imposé uniquement pour les ventes de crypto-monnaies en euros actuellement, et tout ce que vous avez payé en soi avec une carte crypto ou un bien ou service que vous auriez acheté pareil en crypto. C'est vrai que on avait pas mal de clients, nous, qui utilisaient des cartes crypto, qui tapaient sur un TPE, ils se disaient, c'est en crypto, donc j'ai rien à payer. Mais en fait, non, quand vous tapez sur un TPE crypto, vous avez une conversion qui est faite en euros. Et donc là, c'est une sortie. Comme une sortie. Donc là, après, au niveau donc, de la déclaration sur le revenu, vous devez calculer votre plus et moins-value. Et derrière, vous devez également lister, donc c'est ce qu'on appelle les cessions. Et vous devez lister sur le site des impôts toutes les ventes en euros que vous avez réalisées. Et ça, c'est très chronophage. Les pertes et les gains vont se compenser. On rappelle que c'est ça, et le calcul est fait par le site. Quelle imposition, du coup, pour les cryptos? Donc là, c'est au choix. Vous êtes soit donc, au PFU, donc c'est la flat tax à 30%, ou sinon, vous pouvez choisir, si jamais votre situation s'y prête, de partir au barème progressif classique. 30% de la plus-value. Exactement, 30% de la plus-value. Et après, donc, le fisc, dans sa grande générosité, nous offre une exonération de 305 €. Donc, elle est anecdotique, mais elle est quand même existante. Donc, c'est 305 € de plus-value qui ne seront pas imposés si jamais vous ne dépassez pas ce seuil. Et donc, voilà, c'est simplement à calculer tout ça et voir si jamais vous êtes exonéré ou pas. Et pour les entreprises, comment on gère cette comptabilité crypto? C'est un peu plus complexe, mais il y a quand même des avantages. On en avait parlé dans une précédente émission. Justement, où là, il y a la déductibilité de la perte, vous avez un effet de levier qui est plus intéressant et vous pouvez mieux jouer avec votre rémunération également. Ceci étant, par contre, pour une entreprise, vous avez donc tous les mouvements qui sont imposables, crypto et crypto-euro. Là, il faut tout calculer. Donc là, nous, avec notre système, on va calculer ce qu'on appelle un CEMP, donc un coût moyen unitaire pondéré, pour pouvoir suivre toutes les opérations. Et derrière, c'est là où on va calculer les plus et moins-values réalisées et les plus et moins-values latentes, du coup, au bilan. Et ça, c'est ça que le comptable a besoin pour pouvoir, derrière, sortir la liasse fiscale. Et donc, nous, on sort un fichier FEC, donc un fichier des écritures comptables, qui répertorie toutes ces opérations. Ça fait peur, quand même. Quel enfer. Ouais, quel enfer. C'est complexe. Je pense que c'est plus simple de comprendre le fonctionnement du Bitcoin plutôt que le calcul de la plus-value. C'est vrai que pour rien au monde, je travaillerai dans l'équipe technique chez moi. Effectivement. Les astuces, les erreurs à éviter, peut-être? Alors déjà, il y a un point, effectivement, pour quand il y a des changements de statut, déjà de bien ségréguer ses comptes. Alors souvent, les plateformes nous aident beaucoup pour ça parce qu'elles vous font passer donc, un KYC ou un KYB. Mais c'est vrai que des fois, on a des entreprises qui, parce qu'il y a un token qui n'est pas disponible sur une plateforme ou pour une autre, des fois, elles vont utiliser un wallet perso. Et ça, si vous utilisez de la liquidité de l'entreprise avec un wallet perso, c'est considéré comme vous pouvez avoir une sortie en fait, au niveau de l'entreprise, donc un dividende potentiel. Donc ça, il faut faire bien attention à bien ségréguer ses comptes. Ensuite, comme on disait, avec la réglementation d'Acuit notamment, désormais, le fisc il va avoir accès à la totalité de nos opérations. Donc nous, il y a beaucoup de clients qui nous disent « mais j'ai un cold wallet, j'ai une ledger, je fais mes opérations de mon côté, etc. Ouais. » Bon, ils ne pourront pas le voir. Et en fait, non, parce qu'à partir du moment où ils vont voir, du coup, avec le concept de on-off-ramp, on passe par un exchange pour envoyer directement sur la DeFi, là, il y a une petite trace dans la neige qui va se faire. Et après, derrière, ils peuvent tout retracer. Donc là, la fiscalité ne loupe jamais les traces dans la neige. Non, ça c'est sûr. Jamais. Donc à ce moment-là, après, ils vont regarder ces opérations. Quand ils vont voir des mouvements sortants ou entrants, ils vont tirer la pelote de laine jusqu'au bout et ils trouveront ce qu'ils ont à trouver. Donc ça, c'est très important. Et puis après, s'équiper surtout, parce que c'est vrai que, comme on a pu le dire, c'est quand même
un vrai casse-tête pour le calculer. Ouais. Et donc derrière, il peut y avoir des répercussions qui sont importantes parce que si jamais vous calculez mal à la baisse, vous avez un risque de redressement. Et si jamais vous calculez mal à la hausse, qui est le cas de beaucoup de personnes, mine de rien, vous allez payer trop d'impôts par rapport à ce en général, pas forcément. Mais franchement, nous, on a beaucoup de personnes au final qui se survalorisent par sécurité, mais au final, du coup, ils payent trop d'impôts par rapport à ce qu'ils auraient dû payer. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi où en fait les gens préfèrent payer 30% du cash-out total qu'ils vont faire plutôt que s'embêter à calculer la plus-value. Exactement. C'est vrai que c'est une solution simple en soi, mais ce qui est quand même dommage parce que derrière, en soi, on a toutes les commissions qu'on paye sur les plateformes, ça on peut les déduire, etc. Ouais. Donc il y a plein de choses pour pouvoir ajuster un petit peu le calcul. Et aujourd'hui, on a des outils. Alors il y a le mien, il y en a d'autres, mais au final, là-dessus, on peut avoir un calcul plus fin et sans se casser trop la tête en soi, en passant par un outil. Je sens que vous avez mis le dernier conseil pour, à mon encontre, ne pas déclarer trop tard pour éviter les erreurs. Pour moi, ça. Ça, c'est le plus important parce qu'effectivement, si jamais vous déclarez trop tard ou pas bien, vous risquez des amendes ou des pénalités par rapport à ce que vous auriez dû payer. Et alors, ce que vous disiez tout à l'heure, passer les cryptos directs en stablecoin, c'est plus valable ou c'est encore valable quelques mois ? Alors, pour l'instant, en soi, le cadre juridique, comme on disait, il est là, mais l'administration fiscale ne s'est pas encore positionnée. Alors, c'est vrai que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, le plus important, c'est juste que tout le monde reste à l'affût de ce que dit l'administration fiscale. Et si jamais elle se positionne là-dessus, on sait ce qu'on doit déclarer désormais, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que pour 2024, c'est pas le cas. Ce sera a priori sur celle de 2025. On verra suivant comment il se positionne. En tout cas, pour 2024, c'est pas le cas. Louis, vous vouliez revenir sur Mika en tant qu'acteur des cryptos actifs. Vous dites que la certification, le Mika, tout ça, ça avance quand même, et que ça avance plutôt dans le bon sens. Ça avance plutôt dans le bon sens. La dernière fois que j'étais sur ce plateau, on était avec Laurent Auvion, qui faisait l'intérim de la présidence de la DAN, et on parlait justement qu'il y avait pas mal de silence vis-à-vis du régulateur, et la situation a bien évolué ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a beaucoup de choses qui sont accélérées, il y a plus de discussions actives entre les acteurs en route et les différents régulateurs. Donc de très bons espoirs sur, je pense, la deuxième partie de l'année, de voir des acteurs français. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup vu d'acteurs de Malte. Malte, en Allemagne. Malte délivre. Et surtout des très très gros players, quoi. Il n'y a pas de petits acteurs pour l'instant qui a la licence Mika, quoi. Donc voilà, ça a bien évolué dans le bon sens. C'est le message d'optimisme. Très très bon et de très actif de la part du régulateur. Donc vraiment un changement de paradigme, mais c'est pour l'ensemble des acteurs qui étaient un peu à l'écoute et même inquiets, puisque c'est aujourd'hui la compliance, c'est vraiment un arrêt buffet pour l'ensemble de la profession. Là, on avance sur quelque chose qui est beaucoup plus actif, beaucoup plus rassurant, et qui va permettre de se reconcentrer potentiellement sur du business et que sur une attente sur ce sujet-là qui peut être un peu bloquant. 4 mois après son entrée en vigueur, ça veut dire que c'est bien, ça avance, c'est plutôt positif. Grégory, vous vouliez revenir, on est dans les actus, sur le projet de Donald Trump, le World Liberty Financial. Oui, je me demande si on n'est pas en train d'assister en fait à la constitution du plus gros conflit d'intérêts de l'histoire à travers ce projet. Pour récapituler, World Liberty, c'est un projet de finance décentralisée contrôlé en fait par Donald Trump et sa famille à hauteur de 60%. Mais ça ne nous a pas échappé. Donald Trump en même temps est le président des États-Unis et en fait il monnaie en fait ces tokens à n'importe qui au niveau international et même en fait à des gens qui sont sous sanctions financières aux États-Unis. Donc en fait qu'est-ce que ça me fait dire ? Ça me fait dire que en fait le pouvoir politique aux États-Unis est à vendre parce que par exemple Justin Sun, donc qui était sous le coup d'une sanction de la part de l'ICC, les sanctions ont été abandonnées en mars. Sauf qu'en fait 3 mois avant, il avait acheté pour 75 millions de dollars de tokens de ce projet-là. Bien sûr, ça ne prouve rien. Il y a peut-être une coïncidence, mais on est obligé en fait d'y penser à ça. Oui. Et pendant ce temps-là, Trump en fait fait des tweets où il félicite en fait les bons acteurs, ceux qui achètent son token. Ils seront invités à un dîner le 22 mai prochain. Alors ça, c'est ceux qui ont acheté son même coin. Oui, donc on peut acheter Trump de plein de manières différentes. Mais là, c'est quand même assez préoccupant parce que c'est un projet qui devient de plus en plus systémique. C'est un projet qui se veut sérieux, World Liberty. Et il y a même des connexions qui sont en train de se faire avec Binance, donc la plateforme d'échange qui a été condamnée quand même à 4 milliards d'amende il y a 2 ans aux États-Unis. Son patron est sorti de prison et il est en quête de grâce présidentielle. Et bizarrement, la plateforme d'échange a fait du stablecoin créé par le projet de
de Donald Trump comme stablecoin principal de la plateforme. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt officiel, mais la façon dont c'est fait, en fait, on est obligé d'y penser et ce n'est pas bon, en fait. Et le secteur crypto nous avait habitués à plein de zones grises, mais là, on est dans une zone méga grise comme jamais on avait constaté auparavant. Mais justement, ce qui s'est passé aux États-Unis depuis l'arrivée de ce deuxième mandat Trump était porteur d'espoir, d'optimisme pour le secteur. Est-ce que ces affaires-là, ces développements-là, Louis, ça peut porter préjudice finalement et ralentir un peu? Je pense qu'on a déjà parlé plusieurs fois, et je pense que c'est un sujet d'actualité. Je pense que il se passe pas un jour sur ce plateau sans qu'on parle de Trump, ou presque. Mais ça a permis d'accélérer sur un certain nombre de choses. Jusque-là, pour un entrepreneur, créer un business crypto aux États-Unis, c'était créer un business et potentiellement 2 ans ou 3 ans après, avoir la SEC qui débarque au bureau et fermer l'activité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a un changement de paradigme. La SEC, quoi qu'on en pense de ce qui se passe sur les conflits d'intérêts, avance. Et il y a un vrai travail de réflexion pour poser un cadre réglementaire sérieux qui permettent... Tu as fermé les yeux justement là-dessus? Il n'y a plus de filtre en fait, ça, je suis d'accord. Acteurs. Et quand il y a un problème dans la crypto, c'est un problème qui pèse des dizaines voire des centaines de milliards. Ça, je suis totalement d'accord. Mais ça permet quand même d'avancer et ça a permis aussi à pas mal de choses de se débloquer, notamment aux institutions financières américaines de s'approprier le sujet. Et je pense qu'à un moment, quand il y a un BlackRock qui détient ou qui joue, qui rentre dans la danse, ça permet quand même de stabiliser et de sécuriser par l'industrie. À côté de ça, on ne peut pas fermer les yeux sur les dérives, les conflits d'intérêts. Et depuis même la veille de l'investiture, on a eu le Trump, on a eu le Melania, on a eu pas mal de choses. On a World Liberty Finance qui navigue dans des eaux troubles, on va dire. Mais voilà, il y a du bon et du mauvais. Et je pense que c'est à l'image, je pense, dans beaucoup de sujets des États-Unis, qui est un pays qui est capable du meilleur comme du pire. Et là, dans l'industrie crypto, avec World Liberty Finance et le président américain, on a la meilleure illustration possible de ce qui est possible. Si tout va bien, tout cela sera sanctionné dans 4 ans. Oui, on verra. À la prochaine administration. S'il se présente pour un 3e mandat, on ne sait pas comment ça va se passer. Il n'a pas le droit, normalement. Il peut faire passer, effectivement, cette loi d'ici là. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que ça pose vraiment... Question aussi sur le développement du secteur, sur lequel on est plutôt optimiste aux États-Unis. Dernière question, il nous reste 1 minute. Bitcoin, presque 17 000 $. Beaucoup d'entre vous ont parié sur les 100 000 avant la fin de la semaine. J'ai déjà entendu ça la semaine dernière. C'est pas arrivé, vous en pensez quoi? Alors moi, je prends pas de pari, et surtout pas. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, on en parlait avant de commencer l'émission, il y a beaucoup de sujets qui sont pas dans le sens d'une explosion des marchés, notamment là il y a le conflit naissant Inde-Pakistan qui est pas rassurant d'un point de vue économique. Pourquoi ça a un impact? Puisqu'aujourd'hui on est dans une économie globalisée, donc n'importe quelle échelle et n'importe quel conflit locaux, et là on parle pas d'un conflit local, on parle quand même de 2 puissances nucléaires quand même, donc ça déborderait un peu quoi qu'il arrive. Ça a un impact si direct sur l'économie, que ce soit l'économie de l'Inde qui est quand même un des plus gros pays et des plus grosses économies mondiales, la Chine à côté qui sera forcément indirectement liée. Donc il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Et après, sur l'économie traditionnelle, il y a quand même pas mal encore d'inconnus. Les tarifs américains qui sont en train de se régler ou pas en fonction des zones géographiques. Donc voilà, c'est d'une manière générale, les marchés sont dans un bien meilleur état qu'il y a quelques semaines, mais on n'est pas sur une reprise accélérée et sur un bull run comme on a pu le connaître il y a 4 ans ou 8 ans. Ce sera le mot de la fin avec Louis Laszlo, avec Loïc Santel de Contact Crypto, avec Grégory Raymond de The Big Whale. Louis Laszlo qui faisait partie de Meria, le CTO de Meria. Merci messieurs pour cette demi-heure passionnante. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer, c'est BFM Bourse. Passez une bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.